cherche à s'adapter pour ressembler à la majorité, c'est un phénomène naturel. Mais quand on s'adapte à ressembler à la majorité, eh bien, on n'exprime plus ce que l'on a de spécifique. Donc on se sent frustré parce qu'en fait, on ne met pas au jour ce qui nous caractérise et on essaie de ressembler à ce qu'on n'est pas. Donc il y a une première punition. Bonjour Thibaut. Bonjour Anthony. Je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec toi. Et c'est partagé. Génial. On se connaît depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours professionnel et puis ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, avec grand plaisir. Alors moi, je viens du design industriel. J'ai fait des études en design industriel. Et dans le design industriel, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait n'était pas la conception de produits manufacturés, mais tout ce qui était système. Et les personnes qui utilisent ces systèmes et qui les conçoivent. Et puis, alors j'ai tenté une petite expérience salariée qui a tout de suite été assez peu concluante et je me suis rendu compte que je m'intéressais à trop de choses pour m'enfermer dans un seul environnement. Et donc rapidement, j'ai monté ma boîte que j'ai structurée. Et une fois qu'elle a été structurée, je me suis rendu compte que j'avais passé 20 ans à m'ennuyer, à faire toujours la même chose. Mais au milieu de ces 20 ans, quand même, j'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs et notamment un environnement avec un accompagnement des entrepreneurs. Et en fait, j'ai passé une quinzaine d'années également à accompagner vraiment des entrepreneurs. Et je me suis rendu compte que parmi ces entrepreneurs, il y en avait un certain nombre qui me ressemblaient. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à beaucoup de choses, ils se sentaient un peu prisonniers d'un environnement dans lequel ils ne s'épanouissaient plus, et que cette créativité qu'ils avaient en eux, cette inventivité qu'ils avaient en eux, soit ils manquaient de structure pour l'exprimer pleinement, soit ils étaient très structurés et ils ne s'autorisaient pas le côté inventif qu'ils avaient et qui les frustrait parce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose d'autre à exprimer, qu'ils n'arrivaient pas à le mettre en forme en fait. Et je me suis rendu compte que finalement les problèmes que je rencontrais, si je trouvais des réponses à ces problèmes que j'avais moi, par effet de miroir, je pouvais aussi répondre à des tas de problèmes que les entrepreneurs qui me ressemblaient rencontraient sans très bien savoir comment s'en sortir. Et donc j'ai accompagné des entrepreneurs pendant des années avec une méthode américaine, donc très structurée pour le coup. Et puis j'ai décidé en 2016 de franchir le pas et de me consacrer, me dédier exclusivement à l'accompagnement des multipotentiels. Incroyable. Et c'est là que la rencontre secret a eu lieu effectivement, puisque moi j'étais en recherche à l'automne dernier de solutions par rapport à mes différents blocages. Je vois bien que j'ai ce profil de multi-projet, d'être animé par plusieurs projets en même temps, ça c'est vraiment symptomatique, et que des fois j'ai effectivement du mal à m'en dépatouiller puisque j'ai pas mal d'envie, je fais face à un certain nombre de blocages, et qu'en creusant il y a ce profil multipotentiel que j'ai identifié. Et du coup, je t'ai contacté parce que voilà, c'est le profil d'entrepreneur que tu accompagnes. Et je suis venu chercher des solutions auprès de toi. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu comment toi, tu fonctionnes, un peu le cheminement quand tu accompagnes quelqu'un, comment ça se déroule, les grandes étapes, et quelle est un peu ta philosophie là-dessus ? Alors, ma philosophie, c'est d'observer déjà. Et c'est d'observer que tous les multipotentiels partagent un problème qui leur est commun, que j'ai identifié comme étant la difficulté à avoir une vision de ce qu'ils veulent devenir. Bien souvent, ils cherchent à combiner ce qu'ils ont fait dans leur passé pour faire émerger la grande idée. Mais en fait, ce n'est pas ce qui leur manque, parce que ce qu'ils savent faire, ils sauront toujours le faire. Ce qu'ils savent faire, c'est ce qui les pousse en avant. Donc ça, cette énergie de propulsion, ils l'auront toujours. Mais ce qui leur manque, quand on a une seule force qui nous pousse, c'est que, vous savez, c'est comme quand on a un chariot, un chariot de moquette. Quand tu vas chercher de la moquette, tu as un chariot avec un énorme truc de moquette, et en fait, tu n'as pas le contrôle, parce qu'il n'y a que 3 roues, en fait. Donc, toi, tu pousses ton chariot, mais tu n'as pas la maîtrise de la direction qu'il prend. Et tu as beau savoir que tu as une voiture dans laquelle tu aimerais charger ou un camion dans lequel tu aimerais charger ton rouleau de moquette, ta voiture, tu ne sais plus très bien où elle est, donc le chariot, il obéit à rien parce qu'il n'y a pas la force de traction, il n'y a pas la vision, il n'y a pas l'endroit où tu veux te rendre. Et ça, c'est la première difficulté que rencontrent tous les multipotentiels, c'est qu'ils ont une difficulté à imaginer, alors que ce sont des gens qui ont une pensée visuelle très forte, ils ont du mal à imaginer l'endroit où ils veulent se rendre. Et ils ont l'impression qu'il faut recomposer avec leur passé ce qui serait idéal, alors qu'en fait, c'est de créer une continuité,
un alignement entre ce qui les pousse naturellement et qu'ils feront de toute façon naturellement toujours, et ce qui les attire mais qui n'a jamais été défini. Donc quand on clarifie cette vision, quand on clarifie ce qui est important pour eux, beaucoup de choses se mettent en place. Ça ne fait pas tout, mais c'est le point de départ. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai effectivement beaucoup d'envie, mais des fois, ça part. On a l'impression que ça part dans tous les sens, qu'on a plusieurs projets, on a l'impression de se disperser, mais en même temps, il y a quand même des thématiques clairement identifiées. Et l'idée, c'est de essayer de se sortir de cette situation. On a l'impression de tourner en rond. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu parfois, de faire des tentatives, avoir l'impression d'échouer, de refaire d'autres tentatives et de retomber dans les mêmes schémas. Et du coup, c'est assez frustrant puisque on a la sensation de ne pas avancer. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir poser des bonnes bases qui vont nous permettre d'avoir un terrain de jeu satisfaisant, comme on est d'une nature très curieuse, on a besoin de variété et de challenge. Donc, c'est de poser toutes ces pierres-là du mieux qu'on peut. Absolument. Alors, le mieux qu'on peut, quand on est seul pour le faire, c'est là que les choses sont difficiles. Elles sont difficiles parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est multipotentiel, on fait partie d'une minorité. On représente à peu près 30% de la population. Et quand on fait partie d'une minorité, il se passe deux choses. La première, c'est qu'on cherche à s'adapter pour ressembler à la majorité, ce qui est un phénomène naturel. Mais quand on s'adapte à ressembler à la majorité, eh bien, on n'exprime plus ce que l'on a de spécifique. Donc on se sent frustré parce qu'en fait, on ne met pas au jour ce qui nous caractérise et on essaie de ressembler à ce qu'on n'est pas. Donc il y a une première punition. Et la deuxième punition, c'est que non seulement on ne ressemble pas à qui on est, non seulement on essaie de ressembler à qui l'on n'est pas, mais en plus on ne sait pas qui l'on est soi-même. Puisqu'on fait partie d'une minorité, cette minorité, d'une certaine manière, elle est sous-documentée et elle ne se connaît pas. Donc elle cherche à ressembler à ce qu'elle n'est pas et elle ne peut pas exprimer ce qu'elle est puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Donc c'est la double punition. Et c'est cette double punition qui nous empêche de construire la vision de celui qu'on a envie de devenir. Parce que notre vision, elle est dévoyée par un modèle qui n'est pas le nôtre, auquel on cherche à s'adapter et qui font qu'on n'est jamais totalement heureux. Alors l'enjeu, c'est d'arriver à créer cette vision, sachant qu'on a des caractéristiques pour la créer, et sachant aussi que, par définition, on a une énorme capacité à s'adapter. On s'adapte très facilement. On a même tendance à se noyer dans l'adaptation. Et pour s'adapter, eh bien, on se suradapte en étant ce qu'on nous demande d'être. Et c'est là où il y a un véritable risque, c'est que quand on devient celui que les autres attendent que l'on soit, eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de vision. Et on répond à la vision des autres ou à la vision que les événements nous obligent à choisir. Autrement dit, ce sentiment souvent qu'ont les multipotentiels de pivoter dans leur vie, c'est lié au fait que le manque de vision de ce qu'ils veulent devenir est compensé par des opportunités qui se présentent, auxquelles ils répondent naturellement puisqu'ils savent s'adapter, auxquelles ils peuvent répondre avec des solutions tout à fait satisfaisantes, mais qui les obligent à pivoter en permanence puisque c'est des demandes extérieures qui définissent qui ils sont et ce qu'ils font. Donc tant qu'ils n'ont pas cette vision, eh bien, ils répondent à des tas de choses, de gens qui comprennent qu'ils ont des choses à apporter, qui les sollicitent et qui les met en joie parce que c'est toujours agréable d'être reconnu pour ce qu'on pourrait faire, pour ce qu'on peut apporter. Et puis ça met nos qualités de personnes qui savent résoudre des problèmes et qui savent s'adapter très facilement sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc on attend que ces sollicitations extérieures viennent et on ne crée pas la vision qui fera qu'on choisira notre vie et qu'on deviendra auteur à proprement parler de notre vie. Donc ça, c'est une première dimension qui est très importante. C'est vrai que je me retrouve pleinement dans tout ce que tu décris, du fait d'être un peu attiré par cet objet brillant, des objets brillants qui scintillent de partout. Donc effectivement, on peut vite perdre notre propre cadre, notre ancrage. Toujours une recherche d'un ancrage fort pour pas tourbillonner en permanence. Et il y a quelque chose que toi tu redis souvent, c'est de quitter la posture de victime pour aller sur le côté auteur. Alors comment ça on peut le faire, comment on peut l'analyser aussi, comment on peut prendre du recul sur ces deux notions-là? Alors en fait, on a vu la première partie qui est ce que j'appelle moi comment devenir inébranlable. Si tu as une vision, tu es inébranlable parce que tu sais où tu peux aller. Tu sais, tu as choisi. Et quand tu choisis, tout ce qui se présente autour de toi
devient soit une opportunité pour aller plus vite vers ta vision, pour l'accomplir plus rapidement, soit quelque chose que tu écartes parce que tu te rends compte que ce n'est pas dans ta vision et que ça te fait perdre du temps. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est structurant. La deuxième chose, c'est que parce qu'on fait partie d'une minorité, on a besoin d'outils, de méthodologies, de cadres de travail qui nous sont propres. Et lorsqu'on travaille avec des méthodologies, des outils et des cadres de travail qui sont ceux de la majorité dominante, eh bien, on est en sous-performance, on est en suradaptation, on s'épuise, on se décourage et on passe à côté de nos qualités. Parce qu'on ne les exprime pas avec les outils qui seront les bons outils. Donc il y a aussi ce paramètre de l'outil, du cadre de travail et de la méthodologie. Et la troisième chose, c'est à quoi sert ce que je sais faire? À qui ça sert? Et comment je combine ma vision, ma manière de faire les choses avec les bons outils, avec le bon framework, avec les bons paramètres et ma manière à moi de le faire, avec de la valeur que je vais produire pour que cette valeur me permette d'être reconnu, me permette de trouver ma place et me permette bien d'en vivre, parce que c'est aussi l'objectif. Mais l'objectif d'en vivre devient une conséquence d'un choix, d'une vision que l'on a établie, des outils qui sont les nôtres, de notre méthodologie de travail, de notre cadre de travail, de notre framework, et enfin de à qui ça sert, à quoi ça sert, et ce que ça permet de transformer dans la vie des autres. Alors du coup, quand tu dis avoir une vision, donc je comprends tout à fait, mais c'est vrai que quand on est multi-projet, on a plein d'envies, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut sélectionner un projet pour cette vision ou on peut avoir plusieurs projets? Alors, en fait, notre nature nous met aux commandes de plusieurs projets en simultané. On ne peut pas y échapper. Donc, se focaliser sur un seul projet, c'est se mettre dans la situation où l'on va se décourager parce qu'on va s'y ennuyer. Donc toute la difficulté, et c'est là où les outils, le framework et la méthodologie sont indispensables, c'est d'avoir un environnement de travail qui nous permette de gérer tous les projets. On ne peut pas mettre de côté un projet parce que ce projet potentiellement peut nourrir les autres. Et c'est un processus dynamique de combinaison de projets qui vont nous permettre à la fois de satisfaire notre curiosité, notre gourmandise d'apprendre, parce que c'est une véritable gourmandise, et si cette gourmandise n'est pas nourrie, on se dessèche, on se déshydrate, on s'appauvrit, on est malheureux. Donc on a besoin à la fois d'intégrer cette diversité et de manière dynamique de la gérer pour que chacun de ces projets soit des projets qui produisent de la valeur. Et c'est cette équation qui paraît impossible et après laquelle courent tous les multipotentiels, c'est de combiner cette complexité en un tout cohérent. Et ça se fait avec la vision, avec des outils et une méthodologie, et avec un destinataire de ce que l'on met au jour en termes de valeur. Et quand on a combiné ces trois éléments les uns avec les autres, à ce moment-là, on ne travaille plus, on exprime qui l'on est, on sait où l'on veut aller, et on sait la valeur qu'on apporte aux autres, et c'est ce qui nous donne à la fois notre légitimité, notre raison d'être, et notre raison de continuer, et de continuer à progresser, en intégrant toujours davantage de choses, mais avec un outil qui nous permette de le faire efficacement. C'est vrai que quand on est sur plusieurs projets en même temps, on a l'impression de... Comment dire, c'est le naturel en fait, oui, qui revient au galop. C'est ça. Mais très vite, on peut être confronté à des problèmes de structure, d'organisation, etc. Donc, il faut trouver les bons outils. Moi, personnellement, j'ai testé énormément de choses à copier des modèles de gens pour qui ça fonctionne facilement. Mais moi, avec la difficulté de ne pas m'y retrouver pleinement, d'être insatisfait parce que j'ai peut-être 50 critères à rentrer et puis la personne, elle en a intégré que 10, donc ça ne fonctionne pas. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer des modèles qui peuvent fonctionner avec de la complexité et en même temps qu'on peut s'adapter, qu'on peut adapter à son propre fonctionnement. Alors, comment toi, tu appréhendes les outils? Est-ce que c'est des choses que tu as testé tout seul, que tu as découvert, que tu as amélioré au fil de l'eau? Comment ça s'est fait? C'est intéressant parce que la notion d'outil, c'est quelque chose moi, qui m'anime depuis toujours. Gamin, il y a un truc qui était fascinant pour moi, c'était d'aller dans les magasins de bricolage. Je pouvais passer des journées entières dans les magasins de bricolage, à regarder les outils, à regarder les matériaux, à essayer d'imaginer ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Et pour moi, c'était un environnement absolument magique. Et
En fait, je parle de ça parce que ça a été un point de bascule. Et j'ai conservé ce plaisir des outils, j'ai conservé ce plaisir de la mécanique, de l'informatique, de tout un tas d'outils de transformation de la réalité. Et en fait, j'ai eu un moment de basculement dans ma vie quand j'ai commencé à m'intéresser justement aux entrepreneurs, où je me suis rendu compte que cette passion pour les outils, elle n'avait de sens que si elle se mettait au service des personnes. Et c'est là où je me suis rendu compte que je quittais le statut un peu de bricoleur, d'inventeur, de je ne sais pas quoi, pour passer dans un autre registre qui est le registre de la personne qui produit de la valeur. Et ça a été un grand changement parce que quand on sait à qui on apporte de la valeur, quand on sait pour qui on s'intéresse aux outils, on s'intéresse aux matériaux, on s'intéresse à l'informatique, au programme, à tout ce qu'on peut imaginer comme des choses qui stimulent notre imagination, notre capacité à mettre au jour et au monde et à faire voir au monde des solutions différentes pour résoudre des problèmes, eh bien quand on commence à s'intéresser à qui va les utiliser, là aussi on oriente nos choix, on oriente nos décisions. Et quand les outils se mettent au service de ce que l'on peut faire pour les autres, on commence à avoir un combo, en fait, une combinaison puissante de je résous des problèmes avec des outils que je choisis, qui me correspondent et qui produisent de la valeur. Et quand on est capable d'organiser ça, de structurer ça, à ce moment-là, notre inventivité, notre créativité, elle s'appuie sur les bons outils, elle est destinée aux bonnes personnes et elle répond à tous nos besoins. Et quand en plus, on arrive à gérer tous ces projets en simultané, à leur donner du sens, à les faire converger vers quelque chose qui construit une autre réalité, parce qu'on a besoin de construire une autre réalité, et bien à ce moment-là, on exprime ce qui est important pour nous. Très bien. Et alors, en parlant du coup l'efficacité, les outils viennent répondre à une problématique d'organisation de l'information, dans un souci d'efficacité d'une certaine manière, pour pouvoir collecter un maximum d'informations, mais qu'on puisse réutiliser facilement. Et comme tu le dis si bien, c'est une pensée fulgurante, c'est-à-dire il y a une idée qui arrive et il faut pouvoir la noter très facilement, très rapidement, en réduisant au maximum la friction et organiser l'information de manière visuelle le plus possible, a priori. Absolument. Alors, il y a deux grandes typologies. Il y a la typologie des multipotentiels qui ont une dominante visuelle et spatiale et qui ont effectivement besoin de voir les choses visuellement, de construire une réalité visuelle. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui ont une capacité à structurer. Et bien souvent, les uns ont ce que les autres n'ont pas, et inversement. Donc on peut avoir d'un côté des multipotentiels qui ont cette capacité visuelle, et de l'autre côté, ces multipotentiels qui ont cette capacité structurante. Et tout l'enjeu, c'est d'apporter les bons outils aux bonnes personnes. Selon votre nature de multipotentiel, vous allez avoir plutôt besoin de l'un ou plutôt besoin de l'autre. Et c'est là où l'équation est un peu complexe et passionnante, et c'est là où moi je trouve un terrain d'apport de valeur qui est important, c'est justement d'aider à donner les bons outils aux bonnes personnes. Parce que les outils ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Bien que les deux aient besoin des deux finalement. Mais les uns excellent dans l'un et sont déficients ou déficitaires dans l'autre, et ont besoin de s'approprier cela, de l'autre polarité, et inversement. Donc un créatif va avoir besoin de structurer sa capacité créative et inventive pour pouvoir lui donner du corps, pour pouvoir la faire progresser, pour pouvoir la valoriser, pour pouvoir la transmettre et la communiquer. Quand quelqu'un qui aura une capacité structurante va avoir besoin de créativité, d'inventivité pour aller plus loin et faire en sorte que sa capacité rationnelle s'exprime. Et l'un et l'autre souffrent de ce manque qu'ils arrivent parfois avec difficulté à définir, d'être soit plus créatif, plus inventif en s'autorisant à l'être, ou d'être plus structuré, plus organisé, plus méthodique, plus orienté vers l'organisation et l'articulation des événements dans le temps, parce qu'ils font tout en même temps et qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment de valeur, ou en tout cas produire la valeur qu'ils seraient capables de produire s'ils avaient ces outils, ces méthodes. Et du coup, est-ce que tu as des exemples d'outils que toi tu utilises quotidiennement et qui apportent un vrai changement pour toi? Alors, moi, j'en ai sélectionné un certain nombre, mais les outils que j'utilise ne servent que de déclencheurs pour permettre à mes clients de trouver et d'identifier leurs propres outils, leurs propres méthodes. Moi, je ne sers que l'idée qu'ils peuvent s'approprier d'autres outils et je leur donne une illustration. Mais cette illustration va leur permettre de trouver leurs propres outils, parce que ce serait complètement
contradictoire de dire vous avez besoin de développer qui vous êtes et de dire il y a des outils essentiels pour vous. Moi, je ne fais que montrer des outils qui sont des bases et à partir desquels ils peuvent, eux, trouver leur propre agencement d'outils. Et on travaille sur ça aussi. Et puis, il y a de toute façon tous les outils qu'eux utilisent dans ce qui les passionne. Certains vont être passionnés par le montage vidéo, d'autres vont être passionnés par la résistance des matériaux, la simulation. Les outils qui existent aujourd'hui sont considérables en diversité, ils n'arrêtent pas de progresser. Et au carrefour de tout ça, eh bien, il y a l'organisation et la méthode pour que tous ces outils prennent du sens et soient correctement articulés les uns avec les autres pour produire de la valeur. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais partager comme transformation que tu as vues chez les gens que tu accompagnes, des choses assez significatives où tu t'es dit là j'ai fait le job. En fait, la transformation, elle a souvent une souche commune qui est je réalise après un accompagnement à quel point je peux devenir l'auteur de ma vie et que je ne dépends pas de gens qui définissent ce que je dois faire. Et cette réalité, en fait, c'est ce qu'on appelle l'individuation en psychologie. C'est le fait de s'autoriser à devenir qui l'on est, d'une certaine manière. Et pour devenir qui l'on est, il faut avoir bien conscience et créer les conditions pour comprendre qu'on est soumis à des injonctions dont on n'a pas conscience, qui modèlent qui nous sommes. Et tant qu'on ne sort pas de ces injonctions, tant qu'on ne les conscientise pas, on ne peut pas clarifier et mettre en clarté la vision dont on parlait tout à l'heure. On se l'interdit d'une certaine manière, puisque les autres pilotent notre existence sans même qu'on s'en rende compte. Donc la plus grande transformation vient de là, c'est la transformation qui permet de s'autoriser, qui permet de devenir la personne qui décide de sa vie et qui ne laisse plus son environnement ou les autres décider de sa vie. Et ça, c'est la première brique, c'est vraiment le point de départ. Et quand ce point de départ est engagé, derrière, alors ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, il y a l'appropriation des bons outils, la mise en place de son propre moyen de produire de la valeur, et à chaque fois, c'est un cas différent. Mais la souche commune, c'est comment est-ce que je crée cette vision pour devenir qui je dois devenir, qui j'ai toujours été, mais que les injonctions extérieures, les événements ou des personnes qui ont l'influence dans ma vie, dans mon histoire, dans mon parcours ou dans mon quotidien, font que je ne peux pas devenir qui je dois être. C'est vrai qu'on fait face à des résistances aussi qui sont assez fortes par rapport aux habitudes qu'on a dans notre fonctionnement, à nos croyances, même si on a conscience dans un temps de ce qu'il faut faire. Après, il y a des gros blocages qui sont dus aux résistances du passé qui sont là en lutte, qui ont encore envie d'exister. Et la transformation prend du temps. Alors, la transformation prend du temps et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait écho à la vision. La vision, c'est celui que je veux devenir. Mais celui que je veux devenir a besoin aussi d'intégrer d'une manière inventive, d'une manière qui soit authentique, celui qu'il a été. Autrement dit, il est aussi important de définir celui qu'on a été, ou de redéfinir celui qu'on a été, pour mieux définir celui qu'on veut devenir. Et quand on combine les deux, à ce moment-là, les résistances naturellement s'effacent parce qu'on voit dans notre passé ce qui a constitué notre évolution, ce qui nous a transformés, et c'est sur cela aussi qu'on peut s'appuyer pour créer la vision qu'on souhaite mettre en place. Donc les résistances dont tu parles, qu'on connaît tous et que je connais, moi je n'échappe pas à la règle, quand on va chercher dans son passé, qu'on comprend son passé, qu'on le réécrit d'une certaine manière, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a un pouvoir sur le regard qu'on porte sur soi qui nous autorise à dépasser bien des choses, et notamment ce fameux syndrome de l'imposteur qui fait qu'on a envie de faire tellement de choses et on a tellement de facilité à s'engager sur de nouveaux sujets qu'on se sent trop souvent illégitime, alors qu'en fait, cette légitimité, lorsqu'on a la vision, elle ne se pose même plus. Et alors, il y a un autre élément auquel je pense et auquel tu fais référence régulièrement, c'est attends, j'ai plus le terme. Non, voilà, c'est cette notion de polarité, d'amplitude sur un critère, peu importe ce que c'est, et qu'on peut avoir de la latitude dessus et jouer sur notre nature même, et on peut exploiter, mettre le curseur plus dans un sens ou plus dans l'autre, et avoir une variété. Ça permet aussi d'enrichir, c'est-à-dire ne pas être coincé dans une case, dans une étiquette, et on peut jouer sur une certaine latitude, quoi. Absolument. Alors, ça paraît contradictoire par rapport à qui l'on est, parce que
autour de nous, on entend dire, mais fais des choix, choisis, tu ne peux pas tout faire. Et du coup, on a tendance à se dire, mais ouais, il faut que je fasse des choix, il faut que j'accepte des contraintes, il faut que j'accepte des choses qui soient, claires pour moi et pour les autres. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est en libérant notre mobilité sur ces choix qu'en fait, on va se dégager des résistances. Les résistances, elles viennent de choix qu'on fait inconsciemment ou par répétition de modèles qu'on a vus à l'extérieur ou dont on nous a dit qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait les utiliser. Donc il y a des modèles, tu les utilises, tu ne te poses pas de questions, tu vas faire comme tout le monde. Mais on ne peut pas faire comme tout le monde, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, on fait partie d'une minorité. Donc ce dont tu parles là, c'est accepter que dans n'importe quelle situation, lorsqu'on se sent bloqué, on a une capacité de se décaler légèrement pour changer les conditions et se remettre en action. Et ça, c'est un apprentissage. Il faut le vivre, il faut le traverser. Et quand on l'a traversé, quand on l'a vécu, eh bien, ça devient un automatisme. Et ce sentiment d'être coincé dans une situation, eh bien, on arrive à la dépasser. Parce que le sentiment d'être coincé, des fois, c'est le sentiment d'ennui qui peut être très fort. Toi, du coup, tu as dit que tu t'étais ennuyé pendant très longtemps. Et à quel moment c'est devenu insupportable et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé aussi d'activer une forme de changement? Eh bien, en fait, le point de bascule a été de me dire, ça n'a pas été de me dire, je vais continuer mon activité, parce qu'on est tous dans cette situation, il faut générer des revenus. Et on se dit, mais oui, mais si j'arrête, je mets en péril tout le reste et je suis dans l'incertitude. Mais en fait, bien souvent, ça part de là. Ça part d'une prise de conscience que quelque chose qui n'est plus adapté doit s'arrêter ou doit trouver un moment de transition pour passer à autre chose. Et c'est d'en prendre conscience et de se dire, il faut et je peux trouver les moyens de transformer cette situation et de changer cette situation et de s'y autoriser. Et c'est en s'y autorisant qu'on peut la transformer. Mais si on reste bloqué avec l'idée qu'on est contraint à ça et qu'on n'a pas le choix et qu'une autorité extérieure là définit effectivement qui l'on est, ce que l'on doit faire, et c'est bien souvent une autorité un peu imaginaire ou qu'on n'a pas questionné, eh bien on reste dans cette situation. Et le fait d'avoir pris la décision de basculer sur autre chose de manière radicale a été le moyen de fermer une porte. En tout cas, ouais, ce que je retiens, c'est de ce que tu viens de dire là, c'est en priorité ce qui demande aussi le plus d'efforts et d'investissement, c'est de s'autoriser. Parce qu'effectivement, bien souvent, on s'est mis dans une case et peut-être de manière aussi. Enfin voilà, il y a personne vraiment derrière, mais c'est un peu l'imaginaire collectif de la société, des gens autour. Et c'est d'ouvrir le champ des possibles, de s'autoriser et puis de se mettre en mouvement, en quête de réponse, et puis de aussi se laisser le temps de ne pas être trop impatient. C'est ça, absolument. Ça, je connais bien. De ne pas être trop impatient, de tester les choses et puis de voir aussi comment ça réagit voilà, de laisser le temps aussi faire son travail. Oui, et laisser le temps faire son travail est accéléré et facilité quand on a cette vision qui est claire. Très bien, on peut peut-être conclure là-dessus, sur la vision. Et est-ce que tu as d'autres choses complémentaires à rajouter ou... Moi, la seule chose que j'ai envie de dire aux multipotentiels qui sont dans cette situation où ils se sentent un peu frustrés de ne pas arriver à rassembler leur inventivité avec de la structure ou associer plus de « je m'autorise à être créatif parce que je suis structuré mais que ça m'enferme », eh bien qu'il y a des solutions, qu'il y a des outils, qu'il y a des méthodologies qui ne sont pas les méthodologies qu'on trouve de manière classique puisqu'elles correspondent à une minorité et que s'ils se sentent en suradaptation avec un modèle qui n'est pas le leur, le moment est peut-être venu de trouver cette vision et de clarifier les outils et les méthodologies dont ils ont vraiment besoin. Excellent. Alors mon cher Thibaut, si jamais on veut activer le changement, là, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter si on veut changer la donne? Alors, pour changer la donne, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site entrepreneurmultipotentiel.com. Vous y trouverez notamment, je suis en train de finaliser, mais elle va être en ligne très bientôt, un atelier qui permet justement d'accompagner les multipotentiels à clarifier cette vision pour arriver à avoir cette force de traction qui leur manque. Et c'est la première étape pour changer de vie et s'approprier pleinement qui l'on est et devenir vraiment l'auteur de sa vie.
Génial, bah merci beaucoup pour toutes ces clés, mon cher Thibaut. Merci à toi, Anthony. C'était Merci un pour ce bon plaisir. moment. Ouais, c'était très cool. Et puis bah à bientôt. À très bientôt. Ciao.